Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR. Alors, suite à ma dernière vidéo, celle qui s'intitule Devenir un meilleur maître du jeu, j'ai été redirigé vers une vidéo d'Hugo de la chaîne Le Bon MJ, dont je vous mets le lien en description. Et c'est une vidéo d'1 heure au cours de laquelle il établit en quelque sorte son profil de maître du jeu en définissant plusieurs tendances, chacune avec 2 extrémités, et il se positionne sur un spectre sur chacune de ces tendances. Et j'ai trouvé l'approche très intéressante, et comme il invitait les spectateurs à se livrer à l'expérience, eh bien j'ai décidé de le faire. Donc c'est vraiment ce que je vais faire dans un premier temps, me positionner et expliquer pourquoi je me positionne de telle manière. Et dans la deuxième partie, on ira un peu plus loin et je définirai les missions que je me donne en tant que maître du jeu. Alors, et j'expliquerai encore une fois pourquoi, dans quel but. Et bien évidemment, ces missions ne sont sans doute pas les mêmes que les vôtres, mais voilà, je vous propose une vidéo plus d'introspection qui j'espère vous inspirera pour peut-être vous-même vous livrer à cet exercice qui peut être très utile pour savoir vraiment qui on est en tant que maître du jeu et ce que l'on souhaite, ce que l'on recherche et ce que l'on souhaite proposer à sa table. Alors voici les différentes tendances avec 2 extrémités à chaque fois et on va se positionner, enfin je vais me positionner sur ces différentes tendances. D'abord, on a l'importance des règles pour moi. Les règles sont importantes d'un côté, les règles ne sont pas importantes de l'autre. Alors, je déteste les anglicismes, mais en gros, on est sur le débat System matters ou System doesn't matter. Voilà, je le dis pour que tout le monde soit au clair là-dessus. Moi, j'utilise pas d'anglicisme, en tout cas, j'essaie d'éviter. Et clairement, il serait hypocrite de ma part de me positionner sur les règles ne sont pas importantes parce que j'ai travaillé pendant longtemps sur mon système maison que j'utilise, un système qui s'appelle Seigneur et Brigand. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez le télécharger pour regarder. Donc, indéniablement, avec le temps que j'ai passé là-dessus, je suis obligé de dire que pour moi, le système est effectivement important. En revanche, j'ai souvent tendance à dire qu'il est important, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que il est moins important pour moi que les autres aspects du jeu de rôle, tels que l'histoire, le roleplay, un anglicisme, donc le jeu de rôle, évidemment, les intrigues, l'univers, bref, il passe après. Mais il est vrai que si le système est nuisible, alors il devient important. Il est important, en fait pour moi le système est important dans le sens où il ne doit pas être une entrave aux éléments qui pour moi sont plus importants. J'espère que vous me suivez, parce que oui, donc j'ai tendance à hiérarchiser les choses, et c'est vrai que le système ne doit pas être une nuisance, c'est sa priorité. Moi. Je sais que le hasard est nécessaire pour départager, parfois même pour mettre une tension, c'est un excellent outil, donc il n'y a pas de problème, il faut un système selon moi. Mais il ne doit pas prendre de place, il ne doit pas prendre beaucoup de temps pour ne pas être une entrave aux autres éléments. C'est pour ça que je ne vais pas non plus me positionner de manière extrême vers l'importance des règles. Donc encore une fois, pour moi, un système doit se faire discret, mais je sais que parfois ça amène de la tension. Je vous donne un exemple, dans mon système, j'ai une jauge qui rassemble en fait le stress, la fatigue et même les points de chance. C'est rassemblé dans une même jauge, et ça a donné des éléments de tension que je soupçonnais pas avant de le mettre en pratique. Donc clairement, il y a des avantages à un bon système également. Donc je vais me positionner ici, voilà. Pas complètement vers les règles sont importantes, pour tout de même souligner que ce n'est pas l'élément le plus important pour moi, mais c'est à prendre en compte. Ensuite, on a créé une histoire et simulé un univers. Je ne vais pas vous mentir, je pense que les deux sont souvent liés et qu'ils ne sont pas nécessairement en opposition directe. Pas toujours. J'ai une vidéo là-dessus, si vous voulez la regarder, qui s'appelle Création d'histoire versus création d'univers, dans laquelle je développe cet aspect-là. Néanmoins, ma tendance va être de me positionner allègrement du côté de la création d'histoire. C'est le plus important pour moi, ce qui va se passer, le drame, les interactions entre personnages, les intrigues, les événements, l'histoire qui se crée, ou même l'histoire de fond est pour moi le plus important. En revanche, je n'écarte pas du tout l'univers, je joue dans un univers maison, donc encore une fois, c'est comme les règles, ce serait hypocrite de dire que pour moi l'univers n'est pas important. Simplement, l'univers va être pour moi un outil et une source d'inspiration pour générer de bonnes histoires. Donc l'histoire est une fin en soi, l'univers est un moyen, si je dois vraiment schématiser. Donc il y a encore une hiérarchie et je vais avoir tendance à me positionner plutôt du côté de l'histoire.
Si je prends l'exemple extrême de la simulation d'un univers, c'est le bac à sable pur, avec un cadre de jeu, un périmètre, des lieux, et finalement pas vraiment de substance en termes d'histoire, puisque la responsabilité incombe à 100% quasiment aux joueurs. C'est eux qui vont vraiment générer ça. Je ne suis pas de cette école-là, et donc c'est pourquoi je vais me positionner de manière franche vers la création d'histoire, mais avec une petite marge pour montrer quand même que je ne balaye pas d'un geste l'univers, pas du tout. Mais c'est un outil, plus qu'une fin en soi. Ensuite, on arrive sur compétence du personnage par opposition à la compétence du joueur. Alors, je vais encore m'écorcher les entrailles pour vous faire l'anglicisme afin qu'on soit sûr de parler de la même chose, mais c'est l'opposition entre character skill et player skill. Bon, moi j'oscille clairement du côté de la compétence du joueur. Mais c'est un débat qui m'intéresse énormément et je vous avoue que je vais sans doute faire une vidéo sur le sujet dédiée à ça, dans laquelle je vais approfondir, donc je vais essayer de pas trop en dire aujourd'hui. Mais pour résumer, je considère que le jeu de rôle est un loisir de l'esprit. Finalement, tout se passe grâce à notre intelligence, grâce à notre imaginaire. Donc, on ne peut pas enlever la compétence du joueur, on ne peut pas enlever l'aspect réflexion. À partir du moment où il y a une décision qui est prise en jeu de rôle, eh bien, c'est le joueur qui la prend malgré tout. Donc, j'ai même envie de dire, être à l'extrême vers la compétence du personnage me semble impossible parce que ça voudrait dire que tout se résout sur des jets de dés quasiment. Et puis le jeu de rôle est aussi un jeu d'interaction avec des personnages, d'autres PJ ou des PNJ. Par conséquent, c'est pareil, le côté social vient aussi des joueurs et je ne veux pas enlever ça. Donc, j'oscille vraiment du côté de la compétence du joueur. En tout cas, je vais récompenser un joueur qui a de bonnes idées, qui fait appel à son intelligence ou qui a de bons arguments, par exemple, dans une interaction sociale. Ça ne veut pas dire que je le dispenserai complètement d'un jet de dés, même si c'est tout à fait possible, ça dépend. Mais il aura en tout cas une récompense, je prendrai en compte ses idées à lui, sa compétence. Donc parfois, je mets les deux ensemble, parfois je me repose uniquement sur la compétence du joueur. S'il a trouvé une super idée pour convaincre un garde de le laisser passer, en cherchant sa famille, en la menaçant et en prouvant au garde qu'il a menacé sa famille, peut-être que je ne lui imposerai pas un jet de dés et qu'il réussira grâce à cette idée. C'est tout à fait possible. Et c'est pour ça que je vais me positionner du côté de la compétence du joueur. Et encore une fois, j'utilise également les jets de dés, les compétences du personnage, peut-être même plus sur certaines caractéristiques que d'autres. C'est vrai que sur le physique, forcément, la force, la robustesse, l'agilité, je vais surtout m'axer sur la compétence du personnage. Sur les connaissances d'un personnage, c'est pareil. Et on va me dire, mais du coup, pourquoi sur les autres aspects, tu tends plus vers la compétence du joueur? C'est asymétrique. Eh bien, ma réponse est oui, c'est asymétrique. Et cette asymétrie ne me gêne absolument pas, ce que je développerai dans une vidéo dédiée. Critère suivant, on a d'un côté le MJ dictateur, au sens romain du terme, c'est-à-dire qu'il concentre tous les pouvoirs. Je précise que ça ne veut pas dire qu'il en fera usage de manière tyrannique, ça veut juste dire que c'est lui qui distribue un peu les tours à qui doit parler. Il a la maîtrise sur la création de son univers, sur ce qui intervient dans l'univers, il a le dernier mot, il tranche, bref, et par opposition, les pouvoirs partagés, donc c'est lorsque les joueurs peuvent faire beaucoup de partage narratif, ou c'est lorsque les joueurs peuvent donner plus que leur avis et prendre certaines décisions sur les événements qui se produisent, sur les règles, bref. Et là, on va être très clair, je suis sans concession, je suis un MJ dictateur assumé. Encore une fois, au sens romain du terme, ça ne veut pas dire que j'agis de manière tyrannique, parce que ça serait négatif, mais en tout cas, je décide non pas de tout, parce que les joueurs décident de leurs actions en tant que leur personnage, mais c'est moi qui tranche, c'est moi qui ai le dernier mot si j'ai envie de... Voilà, je suis le juge, entre guillemets. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je n'écoute pas mes joueurs, que je ne suis pas attentif à ce qu'ils disent, ça n'a rien à voir, c'est juste que je prends les décisions finales, c'est moi qui concentre les pouvoirs, c'est moi qui ai le pouvoir de création au-delà de leur personnage à eux, c'est-à-dire sur l'univers. Donc, je suis clairement un MJ dictateur. Assumé, et là vraiment à 100% dans la manière dont je l'envisage. Mais je répète que ce n'est pas être un MJ tyrannique. Ensuite, est-ce que je suis plutôt du côté de règles strictes, c'est-à-dire dont le résultat va être clair et va dicter un peu ce qui se passe, ou par opposition des règles qui nécessitent un arbitrage parce qu'elles sont suffisamment souples et qu'elles ne donnent pas vraiment une réponse très claire sur ce qui doit se produire dans la fiction,
Bien là c'est pareil, je suis du côté de l'arbitrage. De toute façon, des règles simples, souples, ne peuvent pas, à mon avis, constituer des règles trop strictes, encore que ça se débat. Donc je suis plutôt du côté de l'arbitrage, ça me donne beaucoup plus de souplesse. Néanmoins, je ne vais pas être à 100% côté arbitrage. Pourquoi? Parce que je trouve que les règles doivent être strictes sur certains fondamentaux et ne doivent, à mon sens, pas changer trop souvent. Et pourtant, j'en ai changé des règles au fil du temps, mais par exemple, le bon MJ, lui, explique qu'il peut changer des règles même au cours même d'une partie ou d'une partie à l'autre. Et il a raison, c'est tout à fait faisable du moment qu'on en avertit les joueurs. Mais j'ai tendance quand même à dire que voilà, il y a certains fondamentaux sur lesquels trop de changements, après les joueurs peuvent perdre leurs repères et donc prendre des mauvaises décisions parce que le paradigme a changé au niveau des règles. Donc je vais mettre du côté de l'arbitrage, mais en laissant quand même un peu de marge. Et puis de la même manière, à partir du moment où j'ai invoqué une règle, je vais m'y tenir. Donc je vais la respecter strictement à partir du moment où j'ai fait appel à cette règle. Ce qui nous mène d'ailleurs au critère suivant, qui peut être lié à cette dernière partie de mon explication, c'est est-ce que je triche ou est-ce que je ne triche pas en tant que maître du jeu? Eh bien, clairement, je ne triche pas. Lorsque j'invoque une règle, je le disais, je m'y tiens. Donc lorsque je demande un jet de dés, eh bien ce jet de dés est effectué de manière ouverte, tout le monde peut le voir, et je me tiens au résultat. Je me tiens également à l'enjeu du résultat si je l'ai mentionné avant que le jet soit fait. Ça, c'est vraiment important. Parfois, ça peut mener à des résultats qui, même moi, ne me plaisent pas forcément. J'ai pas envie, par exemple, que les joueurs meurent, par exemple, ou les personnages. Je suis pas nécessairement pour ça, mais si l'enjeu du jet de dés, c'est leur survie, eh bien, je m'y tiendrai à partir du moment où je l'ai décidé en amont. Donc, je ne triche pas. Il fut un temps, dans ma jeune vie de maître du jeu, j'aimais dire que les dés, c'était fait pour faire du bruit derrière l'écran. C'est une phrase toute faite qu'on entend souvent. J'en suis complètement revenu parce que dans la pratique, finalement, ça ne se passait pas comme ça. Donc, je ne triche pas. Enfin, dernier critère, le MJ démiurge par opposition au MJ serviteur. Alors là, on pourrait se dire que je vais être MJ démiurge, d'ailleurs j'aime bien le mot, mais c'est pas tout à fait la même chose qu'un MJ dictateur. Le démiurge va être celui qui, justement, non pas la seule pouvoir des décisions, mais va tout créer lui-même et ne consulte pas les joueurs. Et vraiment, c'est lui qui décide de tout en ce qui concerne la campagne ou le concept, l'intrigue, ce que ça va être. Il décide tout à 100% et les joueurs vont juste être lâchés là-dedans. Et après, ils peuvent avoir leur agentivité, mais tout aura été décidé en matière de création par le maître du jeu. Le MJ serviteur par opposition est celui qui va répondre à un cahier des charges. Il va écouter ce que veulent les joueurs, ce qu'ils aimeraient qu'il se passe pour leur personnage, les thématiques abordées, le type d'histoire, bref. Et donc le MJ va simplement répondre à ce cahier des charges. Ça, c'est les deux extrêmes. Eh bien, ça pourrait peut-être surprendre, mais je vais me situer, je pense, à mon avis, au milieu. Pourquoi ? Peut-être plus du côté des miurs, je vous expliquerai pourquoi, mais c'est une légère tendance. Parce que avant mes campagnes, je consulte énormément mes joueurs. Je vais leur proposer des concepts de campagne. Parfois même, je leur rédige un questionnaire pour qu'ils y répondent et que je m'inspire de ça. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez voir ? Quel type, je sais pas moi, de lieu ? Est-ce qu'on est sur des zones côtières ? Est-ce qu'on est dans plutôt des zones boisées ? Bref, plein de trucs. Quel type d'intrigue au niveau des royaumes, au niveau local, bref. Et je vais m'inspirer de leurs attentes, je vais leur poser des questions, donc soit par questionnaire, soit de manière informelle quand on discute. Je vais vraiment m'imprégner de ce qu'ils attendent. Je l'ai fait pour la campagne actuelle, Au nom des pères, diffusée sur ma chaîne. Donc je leur dis qu'est-ce que vous voulez voir. Il y en a qui veulent du mysticisme, il y en a qui veulent découvrir des secrets, enfin bref, je prends tout ça, donc vraiment je leur demande. Suite à ça, je propose des concepts de campagne, et ils vont choisir parmi une liste, mais cette liste aura déjà été générée via les réponses qu'ils m'auront données en amont. Ensuite, une fois que c'est choisi, ce concept, je ne commence même pas à travailler, je leur demande de créer leur personnage. Et pourquoi pas de créer, même pas pourquoi pas, surtout les relations de ces personnages. Quels sont les gens qu'ils connaissent ? Où sont leurs personnages ? On discute un peu ensemble, mais c'est eux qui décident principalement. Je peux recadrer si nécessaire, c'est un processus qu'on fait ensemble, mais ils sont aux manettes là-dessus. Et une fois seulement que j'ai tout ça, je vais commencer
à être le MJ démiurge et je vais commencer à créer de mon côté. Donc ils vont me donner, en fait ils m'ont donné plein d'éléments. Ils n'ont pas construit quelque chose avec, ils m'ont donné, si j'ose dire, plusieurs éléments en vrac. Et moi je vais essayer de tout prendre en compte et d'orienter mes créations par rapport à ce qu'ils m'ont dit en amont. Mais je vais quand même créer plein de choses sans les consulter, des intrigues, des secrets. Là, je leur demande de me faire confiance et je leur dis, tout ce que vous m'avez donné, je vais l'exploiter d'une manière ou d'une autre. Vous n'avez pas votre mot à dire sur le rendu, mais vous savez que je vais m'en servir. Et donc souvent, ça tombe, pour moi, c'est le meilleur des deux mondes parce que comme ça, ils sont surpris, ils vivent les rebondissements, mais en même temps, ils retrouvent quand même des choses qu'ils voulaient voir dans cette campagne, en termes de ressenti, en termes de thématiques abordées, en termes d'enjeux, peu importe. Pourquoi je vais quand même me placer légèrement plus du côté MJ démiurge? Parce qu'une fois que la campagne est lancée, là c'est vrai que j'ai tendance à ne plus les consulter en tant que joueur sur ce qui doit être dans l'univers, dans l'intrigue et tout ça, parce que tout est déjà défini et maintenant les choses se mettent en mouvement, tout simplement, on n'est plus vraiment dans de la création pure. Donc je suis pas loin du milieu, mais quand même légèrement plus côté démiurge. Et c'est un positionnement moins franc que pour les autres critères. Alors fort de ce profil de maître du jeu, je vais maintenant aller un petit peu plus loin dans ce qui me caractérise et plus particulièrement en ce qui concerne la mission que je me fixe en tant que MJ à travers différents objectifs. Et là c'est vraiment propre à chacun, on se fixe pas tous les mêmes missions et je pense que ça contribue vraiment cette mission et ces objectifs qu'on se définit justement à se définir en tant que maître du jeu. Je m'excuse également s'il y a un changement de voix que vous percevez entre le début et la fin de cette vidéo. Je l'ai tourné en 2 fois et entre temps j'ai attrapé une bonne grosse crève des familles, donc forcément vous allez l'entendre. Je vous demande de passer outre s'il vous plaît. Alors tout d'abord, je ne serai sans doute pas seul à ce titre, mais je fais une proposition claire, une proposition de jeu claire à mes joueurs qui doit être respectée. Ça ne veut pas dire que la proposition, je la choisis arbitrairement. Comme je l'ai déjà évoqué, j'ai tendance à en discuter avec les joueurs en écoutant leurs attentes et après en faisant peut-être même plusieurs propositions et ils vont choisir parmi celles que je propose, voire apporter leur pierre à l'édifice. Bref, peu importe en réalité comment c'est fait, c'est quelque chose d'assez collaboratif où je vais prendre les initiatives et les joueurs vont ensuite peut-être me réorienter, ou inversement d'ailleurs. Mais une fois qu'on s'est tous mis d'accord sur une proposition, je pense qu'il est important que l'on s'y tienne. Et attention, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au moins initialement, qu'on aille dans le même sens. Mais ça ne veut pas dire que ce soit via une direction convenue. Si vous vous souvenez de vos cours de mathématiques, direction et sens, ce n'est pas la même chose. Et je dis ça juste pour paraître plus intelligent, parce que les mathématiques, c'est vraiment pas mon truc. Mais voilà l'idée. On va dans le même sens, c'est-à-dire on va suivre une proposition, on va s'y tenir, MJ comme joueur. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que on force les joueurs à aller dans une direction. Il y en aura plusieurs de possibles, qui vont sans doute même en trouver d'autres que le MJ n'a pas imaginé. Mais on va dans le même sens, c'est-à-dire que on respecte la proposition initiale. Au moins initialement. Qu'est-ce que j'entends par au moins initialement? Je vais prendre l'exemple de ma campagne actuelle qui est diffusée sur la chaîne, Au nom des pères. Grosso modo, on s'est mis d'accord sur une proposition que les joueurs suivent pour différentes raisons. Vous pouvez regarder si vous voulez le détail, un ecclésiastique puissant qui il veut en faire tomber un autre dans la capitale. En gros, c'est ça. Et donc il l'accompagne. Au moins initialement, qu'il respecte ce qui a été décidé, à savoir que les joueurs acceptent d'aller dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'au cours de la campagne, les alliances ou les choses peuvent changer brutalement. Du moment que ça suit le cours de l'histoire de manière logique, il n'y a aucun problème pour que les directions, pour prendre des tangentes, pour utiliser encore des termes de mathématiques. En revanche, initialement, il ne faut pas qu'ils me disent dès le début, bon bah non, finalement, on ne le suit pas et on va complètement à l'autre bout des royaumes Sélonites, qui est mon univers perso. Non, ça n'a aucun sens. J'attends vraiment de mes joueurs que lorsqu'on a décidé d'une proposition, tout le monde la suive, au moins initialement. Sinon, c'est vraiment énervant. Ça m'est rarement arrivé, mais il n'y a rien de pire pour moi qu'une proposition autour de laquelle on s'est mis d'accord et le jeu ne commence pas depuis 2 minutes, qu'un joueur veut bien montrer qu'il sort du cadre volontairement, qu'il sort de la direction
pour prendre le MJ à contre-pied, ça c'est vraiment insupportable. Donc qu'on se tienne à une proposition de jeu claire, mais ça vaut à l'inverse. Je pense que le maître du jeu doit lui aussi respecter sa proposition et ne pas prendre en traître ses joueurs d'une certaine manière. Ça marche dans les deux sens, en réalité. Ensuite, et là je pense qu'on arrive sur quelque chose qui m'est peut-être plus propre, parce que ça, la proposition claire, je pense que beaucoup de MJ le font. J'insiste beaucoup sur ces deux termes que je vais aborder. Je veux faire proposer une histoire, allez, je vais plutôt dire permettre une histoire, parce que oui, l'histoire est créée tous ensemble autour de la table avec les joueurs, évidemment. Donc, ce n'est pas vraiment proposer une histoire, c'est permettre une histoire par certains recours narratifs, par une toile de fond, etc. Voilà mon objectif, qui sera personnelle et viscérale. Alors, j'aimerais bien dire que c'est ma marque de fabrique, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres MJ qui le font. En tout cas, moi j'utilise ces termes, c'est vraiment ce que je recherche. C'est-à-dire qu'une fois que les personnages joueurs sont faits, avec leurs historiques, leurs relations, je vais créer des liens justement entre ces historiques personnels et la proposition de jeu dont on parlait précédemment. Donc j'effectue vraiment un travail pour lier le personnel des personnages à l'intrigue principale. C'est-à-dire que chez moi, il y aura rarement une séparation claire entre intrigue principale et intrigue secondaire. Comme on peut le voir parfois, on entend souvent dire oui, laissez le temps pour les quêtes personnelles des joueurs et tout ça. Souvent, ça crée une sorte de séparation qui fait que les autres se sentent moins concernés. Donc j'ai toujours tendance à faire en sorte que le personnel, les histoires personnelles surgissent, soit à l'initiative des joueurs, soit à leurs dépens, mais qu'elles soient toujours d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, liées justement à la proposition de jeu principale, afin que tout le monde se sente concerné, même quand ce n'est pas du personnel pour eux et que ça concerne particulièrement l'un des joueurs. Ça c'est vraiment important, créer ce lien entre le personnel et le moins personnel, donc l'intrigue globale, et avoir justement plusieurs liens avec du personnel pour chacun. C'est-à-dire que tout le monde, tous les joueurs autour de la table doivent trouver leur compte de personnel et viscéral. Parce que, à mon avis, à mon sens, il n'y a vraiment aucun meilleur moyen pour les joueurs que de ressentir l'intensité de l'histoire qui se déroule à la table s'ils se sentent concernés personnellement. Si je reprends justement mon exemple de tout à l'heure, je leur ai trouvé des raisons personnelles de suivre, on les a trouvées ensemble en l'occurrence, en discutant, des raisons personnelles pour qu'ils suivent cet ecclésiastique, pour qu'ils se sentent intimement, pas obligés, mais qu'ils se sentent impliqués, que ce ne soit pas simplement un donneur d'ordre auquel ils obéissent. Et au cours de la campagne, j'ai fait en sorte que des éléments, des secrets, des découvertes, des révélations les concernent chacun à titre personnel, d'une manière ou d'une autre, directement ou directement liés à ce qu'on pourrait appeler l'intrigue principale, parce que c'est ce qui fait vraiment pour moi les moments de jeu les plus puissants. Dans ma campagne précédente, Les Enfants du Fleuve, vraiment nos moments les plus mémorables, c'est quand il y avait vraiment du personnel qui sortait, voire de l'émotion, du drame. Moi j'appelle ça du viscéral, vraiment qu'on ressente une intensité, que ce soit dans la tristesse, dans l'horreur, c'est souvent des sentiments négatifs, c'est rarement dans la joie et la bonne humeur, malheureusement. C'est vrai que c'est assez peu licorne et arc-en-ciel, mais voilà, qu'on ressente intensément ces choses-là. Donc c'est vraiment le personnel et le viscéral. Et comme le disait justement Hugo, le bon MJ, duquel je m'inspire pour faire cette vidéo, comme lui, je me moque un peu du fait que, comme par hasard, tous les personnages ont un lien personnel avec l'intrigue ou ce qui se passe d'une manière ou d'une autre. J'essaie de le faire de manière quand même subtile et un peu asymétrique, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas forcément un lien en direct, parce que ça serait vraiment de la coïncidence. Mais force est de constater que, d'un point de vue réaliste, j'essaye encore une fois que ce soit cohérent, qu'il y ait des raisons, et souvent, encore une fois, ce qu'ils sont amenés à découvrir de personnel fait écho à ce qu'ils savent déjà en s'impliquant en connaissance de cause au départ, parce que ça rend la chose un peu plus crédible en réalité. Mais bon, le drame fait qu'on passe outre un petit peu le réalisme en mettant des liens dans tous les sens. Mais c'est quand même ce qui est plaisant. Donc je le fais. Si on s'en tenait à du réalisme pur, en fait il se passerait rarement des choses personnelles incroyables tout le temps. Il faut bien l'admettre.
Donc voilà, le drama, le personnel et le viscéral, ça, c'est l'une de mes missions. Ensuite, ça fait un peu le lien avec ce que je disais, une intrigue, des intrigues. C'est très important pour moi de, comme je disais, de proposer une toile de fond fouillée, étoffée, qui va permettre d'interagir de bien des manières avec l'univers, le monde, avec les personnages, qui va permettre aux joueurs d'évoluer librement dans quelque chose de dense, dont on sait qu'à chaque recoin il y a une histoire à découvrir ou à créer, qu'on sente qu'il y ait déjà de la matière, pas que ce soit, j'en ai déjà parlé, mais justement de l'émergence de partout, même si dans quelque chose de complexe, inévitablement on va toujours continuer à étoffer avec un peu d'émergence, c'est mon cas, je le cache pas, mais quand même avec des fondamentaux clairs au départ qui vont les faire sentir aux joueurs qu'ils sont dans un monde construit qui existe bel et bien et qui n'est pas en création à mesure que l'histoire avance. Qu'il y a déjà de l'existant et donc une crédibilité. Et là, la crédibilité est importante, ainsi que la cohérence, parce que dans cette mission, une intrigue des intrigues, je veux aussi proposer beaucoup de choses à découvrir, que ce soit au niveau de l'univers, que ce soit au niveau des mystères, des intrigues directes, indirectes, personnelles, des découvertes, des révélations, des choses qui créent du rebondissement. Mes joueurs adorent en plus, encore une fois, découvrir des choses, être surpris, que ce soit donc par eux-mêmes, par leurs actions ou parce qu'ils subissent un cliffhanger, ça peut arriver aussi. Donc ça, c'est vraiment fondamental pour moi. Et encore une fois, je le lis au point précédent, qui est le personnel et le viscéral. Avec toujours, ça c'est extrêmement important également pour moi, une capacité des joueurs, des personnages, à avoir un réel impact structurel sur ce qui se passe, sur l'histoire, sur la composition de l'univers autour d'eux. Je ne parle pas forcément de quelque chose de global à grande échelle, mais en tout cas qu'ils aient un impact sur la partie de l'univers avec laquelle ils vont interagir dans l'histoire. Donc c'est pour ça que j'en profite encore pour bien montrer qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle, j'aime pas trop ce terme-là, mais l'agentivité, c'est-à-dire la capacité des joueurs à agir, à avoir un réel impact, et le fait d'avoir quelque chose de préparé, des intrigues, des mystères qui sont pré-créés, si j'ose dire, qui sont déjà vrais avant que l'histoire commence, avant que les joueurs commencent à jouer. C'est deux choses différentes. Et ça, ce combo est vraiment ce que je recherche. Donc j'appelle ça une intrigue, des intrigues, mais en fait surtout des intrigues parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir et c'est ce que j'aime vraiment et c'est ce que mes joueurs semblent apprécier. Troisième point, je suis en train de me rendre compte qu'il y a pas mal de missions, mais c'est pas grave, on va dans le détail. Je recherche une certaine difficulté à ma table. C'est pas, encore une fois, je pense que c'est pas pour tout le monde. D'ailleurs, j'en parle souvent à mes joueurs parce qu'en tant que maître du jeu, ayant une vision plus large de ce qui se passe, c'est facile pour moi de trouver certaines choses évidentes alors que pour eux c'est compliqué, donc il y a une certaine mesure à trouver. Mais je souhaite qu'il y ait une difficulté. Et vous l'avez vu dans mon profil précédemment, je mets l'accent sur la compétence des joueurs. Je tends vers la compétence du joueur plus que vers la compétence du personnage, en tout cas sur certains aspects. Et c'est là que réside la difficulté que je souhaite insuffler aux campagnes, aux histoires. Il faut qu'il y ait quelque chose il faut qu'il y ait de la réflexion. La réflexion, pour moi, le fait de résoudre des problèmes est quelque chose que j'aime mettre, que ce soit difficile, que les joueurs méritent leur succès, subissent leurs échecs, mais vraiment, encore une fois, méritent leur succès. Et alors, ce qui ne veut pas dire être dans l'extrême et faire que l'échec soit le plus répandu, c'est pas ça du tout. Le but n'est pas de frustrer, c'est là où il faut faire attention et trouver un bon équilibre quand on met de la difficulté. Mais vraiment, il faut qu'ils aient à réfléchir, il faut que... les jets de dés sont là vraiment quand il y a besoin de départager, mais un jet de dés, même réussi, ne va pas remplacer une réflexion et un plan à mettre en place. Alors effectivement, c'est aussi un équilibre à trouver, il ne faut pas qu'on passe toute la séance à créer des plans, c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire entre les séances. Mais il faut réfléchir, à essayer de comprendre aussi ce qui se passe. Je parlais d'intrigues, de mystères à découvrir, donc je fais appel vraiment à l'intelligence des joueurs. Pour moi, ça fait partie c'est l'aspect jeu en fait. Dans le jeu de rôle, oui, on joue des rôles, mais ce n'est pas que moi. Il y a aussi, et ce n'est pas que ça pour moi. Ce n'est pas que faire du jeu de rôle et du drame et du personnel et du viscéral. Il faut aussi jouer, au sens essayer de réussir quelque chose. Essayer de, oui, je sais que c'est devenu quelque chose de beaucoup moins répandu, voire de vu comme négativement dans le jeu de rôle, mais une vocation de gagner. On entend beaucoup cette notion
jouer pour perdre, le play to lose, j'y suis pas réfractaire. Je pense qu'il faut une maturité des joueurs et parfois échouer quelque chose, perdre, subir un échec, c'est narrativement extrêmement intéressant, donc je ne le renie pas du tout. Mais je préfère en revanche que les joueurs soient dans une optique de vouloir réussir, gagner, en étant prêts au fait que parfois ça ne marchera pas et qu'ils vont perdre. Ce n'est pas la même chose que rechercher le fait de perdre volontairement pour créer de la narration. J'avoue que je n'aime pas vraiment d'ailleurs quand les joueurs recherchent l'échec volontairement sous prétexte de narration, parce que c'est un comportement que je ne critique pas, vous pouvez aimer, c'est pas le problème, mais qui signifie que on prend du recul par rapport au personnage et qu'on commence plus à réfléchir comme joueur, voire comme MJ, qui a plus son souci de l'histoire au global que de la réussite du personnage, et ça a tendance pour moi à me sortir de l'immersion, voire à sortir les joueurs de l'aspect jeu, de se dire allez, il faut qu'on réussisse, et donc d'être plus émotionnellement lié aux échecs qu'ils vont subir. Parce que quand vous l'avez recherché, l'échec, finalement, vous n'allez pas être déçu d'une certaine manière. Et je pense que certains sentiments négatifs dans le jeu de rôle, se dire, être sincèrement embêté d'avoir raté quelque chose, ça fait partie du jeu, ça met de l'intensité. On n'est pas toujours... c'est comme la vie, en fait, d'une certaine manière, on n'est pas toujours heureux, c'est pas toujours, encore une fois, des arcs-en-ciel et des licornes. Et dans le jeu de rôle, cette fluctuation même du joueur, alors évidemment le but n'est pas qu'il soit complètement déprimé, qu'on s'entende, mais c'est cette fluctuation qui va faire que justement dans les moments de réussite, ça aura encore plus d'impact. Parce que si le joueur est toujours content, y compris quand il réussit pas et que c'est l'échec, à la limite on se dit, en fait tu t'en fiches de gagner. Alors certains verront ça comme quelque chose de positif, de se moquer complètement de gagner ou de perdre. Eh bien non, moi j'encourage le fait que mes joueurs aient envie de gagner, en tant que personnage en tout cas, de gagner vis-à-vis des défis qui sont présentés au personnage. Ce qui ne veut pas dire, attention, je le précise, qu'ils jouent contre moi, maître du jeu. Je ne joue pas moi contre eux. Mais eux jouent contre des ennemis qui sont contrôlés par moi, mais mon but est qu'ils réussissent. Vous voyez, c'est assez complexe, mais c'est important de bien comprendre. Ce n'est pas un jeu d'opposition entre le MJ et les joueurs, ça c'est un fait. En revanche, moi je crée des oppositions qui vont être face aux joueurs. Bon, je pense que j'ai un petit peu digressé, mais si on en revient à ce que je disais, je pense que j'aime bien mettre une certaine difficulté, et encore une fois je reprends l'exemple de ma campagne actuelle. Il y a une densité des intrigues, il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'informations, il faut démêler tout ça, il y a des décisions à prendre. Il y a une de mes joueuses qui m'a dit récemment, elle a toujours l'impression d'être sur le grill, et alors encore une fois, il faut parfois le modérer, parce qu'il faut aussi prendre du plaisir en jeu bien sûr, mais cette tension réelle ressentie par les joueurs, c'est quelque chose que je recherche et qui n'est pas pour tout le monde autour d'une table. J'ai déjà eu ce genre de discussion. Certains ne sont pas là pour... c'est un peu comme dans les jeux vidéo, en réalité, parfois il y en a qui veulent une difficulté, du hardcore mode, et d'autres veulent simplement se concentrer sur l'histoire, sur le narratif. Bon, évidemment, l'attitude autour de la table, c'est important évidemment, mais je vais vous dire ce que je recherche comme type d'attitude autour de ma table. Vous l'avez vu, j'aime l'implication des joueurs dans l'histoire, que ce soit personnel, viscéral, qu'ils aient envie de gagner, que ça puisse justement les embêter de perdre, même si c'est narrativement intéressant. Il y a les deux choses. Être ennuyé d'avoir subi un échec, mais admettre que narrativement c'était cool. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Je me souviens, excusez-moi, je fais une aparté, mais c'est un exemple parfait. J'ai un joueur qui a tenté quelque chose, c'était une excellente idée, et bon, il lui a manqué une petite information. Et en fait, ce qu'il a fait il y a longtemps, il a déclenché c'est par sa faute, en essayant de résoudre un problème, il a déclenché une attaque, il a envoyé une armée spectrale sur tout un village. Il était dégoûté parce qu'il était convaincu d'avoir eu la bonne idée, et il était vraiment pas loin, mais en même temps il a dit mais c'était quand même diablement cool. Donc c'était deux sentiments mitigés réels du joueur. Bon, fin de la parenthèse. Donc l'attitude, malgré cette implication que je souhaite voir, je n'ai rien contre les apartés, les rigolades autour de la table. Je ne suis pas justement un tyran du roleplay à 100% autour de la table systématique, où la moindre aparté constitue un bris de l'ambiance. Non, on peut rigoler, on peut faire des vannes, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je dirais que 70 à 90% du temps doit être dédié
à l'immersion et donc à la narration, au roleplay, et donc à plutôt du sérieux. Mais ça laisse quand même 30 à 20%, je dirais plutôt 20% quand même, de rigolade, de petites apartés. Je n'ai aucun problème avec ça. Donc, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Bon, voilà, vous avez à peu près l'idée. Les jets de dés, écoutez, c'est simple. Quand il est nécessaire vraiment de départager, quand je ne suis justement les idées des joueurs, quand la situation n'est pas suffisante pour départager, je fais faire un jet de dés, ou pour augmenter une certaine tension. Parfois le jet de dés est un outil de narration pour la tension qu'il apporte. Pendant longtemps, je n'ai pas cru ça. J'ai pensé que les règles, les jets de dés étaient vraiment qu'un élément de jeu et que c'était juste pour le plaisir des joueurs. J'ai compris assez tardivement que ça pouvait constituer un élément de tension narrative vraiment puissant, mais justement pas quand c'est fait toutes les 2 secondes. Alors, la rareté fait l'intensité souvent, j'en parlais pour d'autres éléments précédemment. Et donc les jets de dés, je peux parfois passer une session entière sans refaire lancer un jet de dés. C'est assez régulier d'ailleurs, mais il y a aussi des moments où il y en a plus, donc voilà, quand c'est nécessaire, du jet de dés, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est systématique, et donc usage modéré des dés, mais quand même important. Même s'il est modéré, c'est un usage qui est important pour créer la tension et parfois même départager et se décharger d'une décision en tant que maître du jeu. Parce que je pense qu'il y a certains moments où l'arbitrage du MJ peut être frustrant pour les joueurs. Et il faut savoir reconnaître ces moments où, écoute, là, c'est pas moi qui vais prendre la décision, ça va être le hasard, même si c'est le MJ qui détermine souvent la difficulté du jet de dés, faut pas se leurrer. Mais ça peut éviter certaines frustrations à des moments clés, et je pense que c'est là où il faut faire preuve de justesse. Là, c'est assez subjectif, mais c'est un autre débat. Le rythme, enfin, c'est vrai que j'ai envie de proposer des choses qui avancent. Alors après, ça va parfois à l'encontre des campagnes complexes que je décris ici. Là, c'est vrai que quand c'est difficile, quand il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses à mettre en place, je ne vais pas vous mentir, c'est le cas de ma campagne actuelle, on a l'impression que c'est une grosse machine qui met du temps à se mettre en route. C'est encore plus vrai, je pense, pour moi que pour mes joueurs, parce que moi, comme j'ai déjà toutes les informations, je vois les choses beaucoup plus au ralenti que mes joueurs. Donc, alors d'ailleurs, ceux qui regardent les actuels plays, je ne sais pas s'ils ont le ressenti du MJ ou le ressenti du joueur, peut-être entre les deux. Bon, peu importe, c'est pas trop le sujet aujourd'hui. Mais les joueurs, vu qu'ils découvrent des choses, ils essayent de s'adapter, de comprendre. Bon, eux, ils ont une part vraiment active. Ils ressentent, je pense qu'ils ressentent un rythme qui est plus rapide que ce que moi je vois. Mais c'est vrai que je recherche quand même un rythme. Il faut que ça avance, il faut qu'il y ait des nouvelles choses, que la situation évolue de séance en séance. Mais c'est vrai que avec la complexité et la densité des choses que je propose, il ne faut pas non plus trop pousser les joueurs. C'est un équilibre, parce que ça risque de les stresser. Déjà qu'il y a beaucoup de tension sur tout ce qu'ils ont à accumuler et à prendre en compte dans ce genre de propositions. Vouloir absolument les faire avancer trop vite, peut être frustrant. J'ai déjà eu la discussion avec eux. Mais il faut quand même que ça avance, et c'est pour ça que je pense la plus grande évolution que j'ai eue entre 2020 et 2022, c'est de privilégier les temps de réflexion entre les parties et d'agencer les choses pour que les grandes décisions soient prises justement, pas en jeu, mais entre les parties. Bon, on ne peut pas toujours le faire comme ça, hein, mais c'est une tendance que j'emploie beaucoup maintenant pour accélérer les choses. Et encore une fois, avec une densité telle que celle que j'essaie de proposer, c'est pas toujours facile, donc il faut être vigilant pour bien garder un rythme. Et parfois ça passe par accélérer le rythme en termes de narration et de ce qui se passe. Un combat, une scène d'action, tout ça, ça donne l'illusion d'un rythme et d'une avancée, parce que c'est plus dynamique. On y reviendra peut-être dans une vidéo dédiée au rythme, justement. Allez, l'avant-dernière, c'est beaucoup plus long que ce que je pensais, mais c'est un sujet qui me passionne, faut croire, c'est intéressant, cet exercice auquel je me livre là tout en enregistrant. Le MJ crée, les joueurs interagissent. Moi, je suis vraiment dans ce mode-là.
encore une fois, on peut créer par l'interaction. D'ailleurs, dans le monde réel, on ne crée que par l'interaction, en interagissant avec la matière. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, moi, je suis pas trop dans le partage narratif. De manière anecdotique, je peux l'utiliser, je ne suis pas fermé à ça, mais j'en fais pas un usage très important. C'est-à-dire que, à part en amont de la campagne, bien sûr, quand les joueurs créent leurs personnages, leurs relations, tout ça, là, ils créent, mais en jeu, je vais rarement autoriser ou faire appel à mes joueurs pour créer un élément qui n'est pas directement lié à leur personnage. Un élément du décor, un élément... Enfin, alors le décor, si c'est un peu autre chose. Dans un combat, ils veulent ramasser une pierre, tout ça, ou faire renverser un chandelier, ça c'est autre chose. C'est une forme de partage narratif, mais pour des éléments autres que du décorum, qui vont plus loin que ça, des personnages, vu que je propose des intrigues fouillées, cohérentes, je peux pas me permettre de laisser les joueurs créer, agir trop là-dessus de manière méta, c'est-à-dire en tant que joueur et non pas en tant que leur personnage, parce que ça casserait la cohérence et c'est pas le sens de ma proposition. Donc, je m'en tiens à ça, le MJ crée, les joueurs interagissent. Et encore une fois, interagir permet d'avoir un impact très important. On n'est pas obligé de passer par de la création de méta pour avoir un impact sur l'histoire. Mais j'en ai déjà suffisamment parlé, on va pas refaire tout un laïus là-dessus. Et puis le dernier point pour la fin, j'ai presque hésité à le mettre, bon c'est pas vrai, j'ai pas hésité. Je voudrais aborder la sécurité émotionnelle. J'ai eu pas mal de discussions là-dessus, je passe pour un insensible. Bon, ça n'a rien à voir là-dessus, mais je vais vous donner quand même ma vision. Moi, comme tout le monde, je suis pour que les gens fassent au mieux pour que, bien sûr, personne ne soit choqué, mal à l'aise. Enfin, pour moi, c'est une évidence, à tel point que j'ai pas besoin de... Enfin, je ne suis pas pour, en tout cas autour de ma table, une formalisation extrême des outils de sécurité émotionnelle. Pour moi, c'est tout simple. En gros, la responsabilité d'évoquer quelque chose qui peut poser problème revient à chaque personne autour de la table. C'est-à-dire que si une personne, je dis n'importe quoi, n'a pas envie qu'il y ait un sujet, je sais pas moi, qu'il y ait des araignées géantes dans l'histoire, je prends un truc un petit peu léger pour éviter toute controverse, bon, c'est la responsabilité de cette personne qui risque d'être mal à l'aise d'en parler au maître du jeu ou à la table dans son ensemble, si la personne le désire, pour éviter que ça se fasse. Et de préférence en amont de la séance, pas le jour même, parce que s'il y a une préparation et que l'ennemi principal c'est les araignées géantes, on est quand même mal barré. Ça n'empêche pas le maître du jeu de poser la question à un moment et de dire aux gens, bon ben n'hésitez pas en tout cas à me dire s'il y a des choses qui vous bloquent ou qui seraient problématiques. Point. Voilà, pour moi ça suffit de dire ça. Je m'en tiens à ça en général quand c'est une table que je n'ai pas l'habitude de pratiquer. La table, je la connais. Mais je considère encore une fois que je suis vraiment pas pour cette mode, c'est un peu une connotation négative, prenez comme vous voulez, mais où la responsabilité de la sécurité émotionnelle revient finalement aux autres et non pas à ceux qui peuvent avoir certaines sensibilités qui sont tout à fait respectables, on a tous les nôtres, mais justement on peut pas demander à tout le monde de faire la liste et demander à tout le monde alors est-ce que ça risque de poser problème et ça et ça et ça. Non, en gros si vous avez des sujets, en tout cas à ma table c'est comme ça, eh bien c'est votre responsabilité de m'en parler ou d'en parler à la table, et voilà, comme des grandes personnes. Voilà ma vision là-dessus. C'est le dernier point, c'est probablement celui qui fera le plus polémique, si polémique il y a, mais c'est souvent une discussion, un sujet de friction. Je pensais que c'était important de l'aborder. Mais voilà mes visions là-dessus, en tout cas autour de ma table. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet, même si on pourrait en parler des heures. Je me demande si c'est pas un peu long comme vidéo. Bon, c'est pas grave, je m'en suis tenu au même format que le bon MJ dans cette vidéo qui a inspiré la mienne. Enfin, c'est une copie de la vidéo, mais je l'avais annoncé dès le départ. C'est une réponse, disons, à sa sollicitation pour se livrer à l'expérience, donc c'est chose faite. Et il ne me reste plus qu'à vous dire si ça vous a plu, si ça vous a inspiré, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à venir sur le Discord si vous souhaitez prolonger la discussion, et puis eh bien, vous poser une question. Et vous, quel MJ êtes-vous ?